à tous, bienvenue sur A New Gen Podcast numéro 109. Nous sommes à l'aube du Super Bowl au moment où on enregistre ce podcast. Kadarius Toney, avec ses 2 réceptions, 12 yards dans la saison, 46 drops, va sûrement gagner son deuxième Super Bowl. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo? Je pensais même pas à ce gars-là. Tu l'as remis sur le tapis. Quelle imposture ce mec, franchement. Et t'as vu son truc où il a fait un live en disant ouais, on me laisse pas jouer et tout, fuck you all, etc. Et il fait je suis même ouais, pas, non, c'est là où il a dit je suis même pas blessé. Où il dit ouais, de toute façon ouais, je suis même pas blessé, machin. Il se passe la même chose qu'avec les Giants, hein. C'est exactement la même histoire. exactement. Et puis en fait, après, il a dit ah ouais, mais en fait, mon stream a coupé en plein milieu et on n'a pas vu que en fait, je disais pas du mal des Chiefs. Non mais il s'est D'accord. justifié comme une merde, laisse tomber, quand il raconte à la caméra pendant le Super Bowl. Il y a pas mal d'interviews et il explique ça, mais c'est ridicule. Et en plus, dans son petit laïus, là où il parle tout seul là, pendant une minute, je me dis putain, mais je comprends rien à ce qu'il raconte, mais je dois vraiment être nul en fait en anglais. Et je regarde dans les commentaires et les Américains disent mais qu'est-ce qu'il parle, quelle langue ce mec en fait. Et bon bah Ouais. voilà, c'est un rappeur américain qui parle comme... Enfin, je sais pas comment d'ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, ils ont pas l'air de comprendre grand chose non plus, donc ça m'a un petit peu rassuré. Ouais, Bref, c'est clair. T'as on un n'est pas là pour pronostic parler de lui. Ouais. avant qu'on se lance justement, t'as un pronostic pour le Super Bowl? Bah je voulais finir sur ça, mais allons-y maintenant. Un pronostic, non, je pense que les Chiefs vont gagner, ce qui me saoule un peu parce que j'ai pas envie d'avoir une autre dynastie. On a eu les Patriots qui ont duré suffisamment longtemps. Si c'est pour qu'on se retape la même chose avec les Chiefs, ça va me saouler un peu, mais ouais, je pense que les Chiefs vont gagner. Voilà, après j'ai pas de pronostic plus que ça. Et toi? Ah, moi je vois bien les 49ers créer la surprise. Ouais, moi c'est C'est plus niveau expérience, Andy Reid, Mahomes. Je pense qu'ils ont un meilleur effectif, les 49ers, sans aucun doute. Mais voilà, sur l'expérience, je pense que les Chiefs vont faire la différence. Écoute, on verra ouais. bien. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est ni les Cowboys ni les Eagles qui vont gagner. Et Ça ça, fait c'est bien déjà pas mal. plaisir. Ça fait bien plaisir. On va faire un épisode sur... donc, à parler un peu d'actualité, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode. C'était il y a 2 semaines. Il s'est passé des choses, et notamment, on a enfin notre coaching staff complet. Et puis, on va parler de la défense. On va commencer par la défense, un bilan de cette défense. Qu'est-ce qu'on peut dire, sachant que forcément, on a un nouveau coordinateur défensif, dont beaucoup de choses vont bouger pour l'année prochaine. Certains joueurs auront moins de temps de jeu, d'autres en auront plus. Tout ça, ça dépend évidemment du coordinateur et de ce qu'il kiffe, hein. Donc, ça va forcément bouger. Mais on va faire un petit point là-dessus. Et on commence, si tu le veux bien, mon cher Thiergo, par les actualités, notamment le coaching staff. On a Ouais. recruté enfin un coordinateur défensif du nom de Shane Bowen. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire ce que tu as pu voir sur lui, et puis on parlera... Pour moi, c'est évidemment le recrutement le plus important. Il y en a eu d'autres, mais ça reste lui qui est le plus crucial. Alors, je vais être tout à fait honnête, je n'ai pas encore regardé de films récents des Titans pour bien comprendre son système, parce que ça demande quand même un peu de temps. Euh, Mhm. Chose dont je manque en ce moment, ce qui est terrible. Mais j'ai lu un peu à droite à gauche des trucs qui... Bon, déjà ce qui est sûr, c'est qu'on aura beaucoup moins de blitz Ouais, c'est ce que j'avais en tête. qu'un Ouais. Wink Martindale. Non, ce à quoi je pense surtout, c'est que clairement, c'était pas le premier choix des Giants, puisque Ouais. ils étaient apparemment très tentés par Bobby Babich des Buffalo Bills, mais qui a été promu defensive coordinator des Bills, donc il est resté chez lui, et Denard Wilson, qui était DB coach des Ravens, ancien DB coach des Eagles aussi, et quand il s'est cassé des Eagles, le secondary des Eagles c'était devenu n'importe quoi. Donc Wilson est parti chez les Titans plutôt que chez les Giants. Mhm. Et donc on a Shane Bowen. Alors on pourrait se dire ouais c'est le choix de défaut, on n'a plus grand chose, mais en fait quand on voit un peu son palmarès, et j'ai discuté aussi un peu avec Titan France qui me parlait du fait que bon il n'a pas forcément été très bien reconnu par la fanbase des Titans, et alors qu'il a fait un job absolument exceptionnel, notamment en défense de red zone où les Titans étaient premiers. Euh, Ouais, ça c'est ce alors, que j'avais vu aussi, ouais. Ouais. voilà, et ce qui peut être intéressant, c'est est-ce que c'était l'influence de Mike Vrabel qui était le head coach des Titans, hein, ou est-ce que c'est Shane Bowen tout seul? Je pense que c'est un peu un entre-deux. En tout cas,
tu vois, si les Giants étaient pas partis par contre sur Jérôme Anderson, qui est notre actuel DB coach, là ça aurait été vraiment le signe que ah bah, en fait on a vraiment personne d'autre, donc on fait de la promotion Ah, interne. tu crois? Moi, Bah il est très reconnu quand même, hein. non, Il est très apprécié, il fait un boulot exceptionnel. Moi, j'aurais dit que c'était un choix qui m'aurait paru aussi logique. Je pense qu'ils sont partis sur Bowen, notamment, et c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai lu ça et je trouve que c'est effectivement quelque chose qui paraît pertinent. Parce que ils avaient peut-être envie d'avoir quelqu'un d'un peu expérimenté, plus que de partir sur un mec qui n'a jamais été coordinateur. Il a été coordinateur 3 ans chez les Titans, donc il arrive avec une expérience, un système qu'il connaît, il sait ce qu'il veut, et ils partent pas avec quelqu'un qui est entre guillemets rookie en défensive ouais. coordinateur. Donc c'est un avantage qu'il avait par rapport à Jérôme Henderson. Mais ça m'aurait pas dérangé qu'il soit coordinateur défensif. Après, c'est pas parce que tu es un bon coach des DB que tu es un bon coordinateur défensif non plus. Ça Non, veut pas dire. et en fait, mon point, c'est surtout que s'ils voulaient faire de la promotion interne, ils n'auraient pas mis 1 mois et demi et ils n'auraient pas interviewé plusieurs coordinateurs, enfin plusieurs coachs autour de la NFL avant de faire Ah, le s'ils choix de étaient leur. persuadés que c'était lui la bonne personne, ça aurait été beaucoup plus rapide, ça c'est sûr. Ouais. C'est certain, il y a pas de doute. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait qu'on ait loupé Babich et Wilson, il y avait un. Alors, je sais plus qui a été le beatwriter qui disait ça, mais je trouvais que c'était très intéressant. Il disait en fait la raison pour laquelle Babich est resté chez Ibis, c'est parce qu'il est dans un système qu'il connaît, donc ça c'est logique. Et Denard Wilson, il avait deux choix. Soit il allait chez les Titans où il y avait un nouveau coaching staff qui va avoir au moins 2 saisons avant d'être en risque, soit aller chez les Giants avec le Ah, risque que j'ai vu ça. Ouais. le coaching staff de Brian Daboll potentiellement saute à la fin de 2024. On ne dit pas que ça va arriver, mais c'est sûr qu'il y avait un peu plus de risque de se retrouver au chômage après 1 an chez les Giants que après Mm. 1 an chez les Titans. Alors, sauf si chez les Titans, c'est une catastrophe complète et ils virent tout le monde au bout d'un an. Ça peut arriver. Hein. La NFL est pleine de surprises. Mais ton point est tout à fait juste. Hein. Le fait que Shane Bowen ait déjà de l'expérience comme coordinateur défensif, c'est quelque chose de pas mal. Et il a l'air de garder quand même. Bah, en fait, la plupart des coachs défensifs sont les mêmes. Hein. Mm. Je crois qu'il a ramené juste quelqu'un pour les outside linebackers. Euh, et, euh, et Jérôme Anderson devient non, passing defensive coordinator. C'est-à-dire qu'en fait, il s'occupe pas que des DB, maintenant il s'occupe de la défense contre la passe. Donc ça peut impliquer les linebackers. Ouais. Je pense pas que ça Ça c'est implique bien grand du coup, chose. c'est pas mal, c'est un peu une petite promotion quand même de Jérôme Ouais, Henderson du coup ouais, qui prend un tout peu à plus fait. de responsabilités et ça me fait penser aussi que Mike Kafka a été élu head coach assistant, c'est ça, en plus Oui, d'être promu coordinateur head coach offensif. assistant. Ouais, ouais, Et voilà. Shea Tierney, qui est le QB coach, est devenu passing offensive coordinator. Donc la même chose que Jérôme Anderson, mais côté offense. Donc ça veut dire qu'en fait, il va gérer quarterback et puis bah, tous les receveurs, Tylen inclus. Ça montre. Alors je pense que pour Mike Kafka, c'était vu qu'il avait une opportunité de devenir head coach. Enfin, c'est la deuxième saison où, en fait, il passe des interviews pour devenir head coach, mais que ça le fait pas. Et en plus, les Seahawks, après ne pas l'avoir pris comme head coach, ont dit bah, en fait, on aimerait bien avoir comme coordinateur offensif. Et les Giants ont dit non, pas de mouvement latéral. Et donc, du coup, pour récompenser Kafka, ils ont dit bah, écoute, on va te préparer au poste de head coach. Tu vas être assistant head coach aux côtés de Brian Daboll pour qu'il soit en Ouais. meilleure position, peut-être pour une saison suivante, qui sait, la saison 2025. Ouais, il y a eu aussi du mouvement de ce côté-là. Ouais, quand tu dis mouvement latéral, ça veut dire garder la même position mais aller ailleurs dans la hiérarchie, passer ailleurs, donc Tout ce à serait dans fait. une autre équipe. Ouais, ok, et ben écoute, très bien. Il y a eu aussi je sais pas si on l'avait dit, c'est ce que c'était déjà le cas au dernier podcast, mais le coordinateur des équipes spéciales, voilà, bon, j'ai pas pris plus de notes que ça sur lui, mais voilà, notre coaching staff en tout cas est complet. Donc Ouais. normalement on a tout ce qu'il faut et On avait aussi perdu notre coach des Titans, mais il a été vite remplacé par un ancien coach, par l'ancien coordinateur offensif des Titans. Donc on a repris un ouais, coach des Titans, ouais, Tim ouais, Kelly, qui va s'occuper des Titans. Donc là, c'est ouais. bon. En fait, on est équipé pour la saison 2024. Il y a plus trop d'inquiétude à avoir. Petite question, tu parlais du coordinateur du jeu de passe en attaque et de la défense contre la passe en défense. Est-ce que c'était des postes qui existaient déjà ou c'est des postes qui ont été créés? Euh, Tu veux dire dans l'organigramme des Giants Ouais, est-ce que ou. l'année dernière on avait déjà un coordinateur du jeu d'attaque, du jeu de passe en attaque et un coordinateur
contre le jeu à la passe en défense, ou est-ce que ça a été créé là pour donner une sorte de promotion un peu Ça a été créé pas là bidon, parce qu'en fait, en fait, Brian Daboll est arrivé en 2022, donc il n'avait pas de coordinateur du jeu de passe côté attaque. Il n'y avait personne entre lui et Mike Kafka, si c'est ça ta question. D'accord, ouais, c'est ça. Donc ils ont dû ressentir le besoin d'avoir Ouais. quelqu'un pour organiser un petit peu tout ce Ouais. côté-là, et donc ils ont créé un poste pour ça. Enfin, ils Et il me ont semble pas que vraiment sous créé un Pat poste, ils ont Shurmur- rajouté Ouais, une il me semble que sous responsabilité. Pat Shurmur, on avait justement un coach qui faisait QB et receveur. Enfin, tu vois, c'est un poste qui a déjà existé Ok. chez les Giants sous d'autres coachs et qui existe aussi dans d'autres équipes NFL. C'est assez Ah bah courant. mais si ça existait sous Pat Shurmur, ça me rassure du coup, parce que ça avait tellement bien marché que c'était sûrement quelque chose à répliquer. Ouais. En effet, tout à fait. Ça avait bien marché pour Daniel Jones. Oui, au moins, oui, c'est vrai que Daniel Jones dans sa saison rookie avait été intéressant. Deuxième news, on a appris que Eli Manning entrait dans sa première année d'éligibilité pour le Hall of Fame. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça se passe comment exactement? Parce que ce process-là, je connais pas archi bien. Qui vote pour ces trucs-là? Est-ce que toi t'en sais un peu plus ou pas trop non plus? Alors, tu me prends un peu de cours parce que je ne l'ai pas Ouais. révisé. Moi non plus, Mais je me suis jamais vraiment intéressé à ça. J'ai juste vu que tu pouvais être éligible, et puis si tu l'étais pas, tu pouvais être éligible des années d'après, etc. Il y a des trucs comme ça. Donc c'est la première année où potentiellement il pourrait être élu. voilà. au De Hall toute of façon, l'éligibilité, c'est très simple, t'as rien à faire. C'est pas parce que t'as un certain niveau de jeu que t'es éligible ou pas éligible. Non, c'est 5 ans après la fin de ta carrière, tu peux rentrer dans le Hall of Fame. Et ça, c'est valable tant pour les joueurs que pour les coachs et les cadres exécutifs de NFL, style General Manager. Euh, donc, Eli Manning, il est dans sa première année d'éligibilité, et quand tu rentres dans le Hall of Fame dès ta première année, on dit que tu es un first ballot Hall of Famer. Peyton Manning est un first ballot Hall of Famer qui, dès qu'il était éligible, a été tout de suite induit dans le Hall of Fame. Mhm. Moi, si tu me demandes mon avis, et puis je pense qu'on pourra en reparler plus en détail lors d'un autre podcast, je pense que Eli Manning mérite d'être élu dès sa première année, mais c'est pas gagné parce qu'en fait, je sais pas combien de joueurs tu as, mais tu as une vingtaine de joueurs et de coachs et de GM qui sont choisis par un comité de journalistes. Et tout au long de l'année, tu as différentes étapes où en fait, tu passes de 20 au bout d'un moment aux 5 élus pour l'année en cours. Donc en fait, on sait qu'il va rentrer dans le Hall of Fame cette année. Là, ils viennent d'être annoncés. Me demande pas qui c'est, mais ils sont à chaque fois annoncés avant le Super Bowl. Et et donc en même temps, ils disent bon voilà, on sait qu'il va rentrer au LFM en 2024. Et maintenant, à partir de 2024, pour 2025, il y a ces 20 personnes qui sont éligibles à rentrer l'année suivante. Et Eli Manning fait partie de cette liste. Mhm. Et j'avais partagé un petit visuel où il montrait les autres joueurs qui étaient éligibles. Donc il y a Luke Kuechly, le linebacker des Panthers, Marshawn Lynch, le running back, notamment des Seahawks, Clay Matthews, qui était outside linebacker chez les Packers, et par aussi d'Adam Vinatieri, le kicker. Donc voilà, il y a quand même du beau monde, et ce sera pas évident de se faire élire. Mais encore une fois, Eli Manning a quand même gagné 2 Super Bowls avec deux fois le rôle de MVP. Alors même si c'est évidemment très souvent que le vainqueur du Super Bowl se retrouve avec un quarterback MVP, ça arrive assez souvent. Donc bon voilà, on verra, mais pour moi il n'y a aucun doute, hein, il doit être au Hall of Fame tout de suite, hein, je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Oui, voilà. Ouais. Bon, on n'en parlera pas plus tard, le débat est clos. Non, on en parlera plus tard, mais voilà, il y a un débat toujours. De toute façon, ça fait longtemps, même pendant, il était même pas encore en retraite, que les gens commençaient déjà à débattre de ça. Donc, il est assez polarisant, notre ami Eli Manning. C'est vrai qu'il a eu des saisons qui n'étaient pas incroyables. Il n'a pas eu des stats de ouf tout le temps. Il a eu des moments où on se faisait beaucoup intercepter. Enfin bref, voilà. Mais il a été clutch quand il fallait, et c'est ce que moi je retiens. Bref, Attends, là, on juste verra. avant qu'on se lance Ouais, dans la vas-y. revue d'effectifs, parce que je sens que tu allais faire une J'allais, transition peut-être. vas-y. En parlant d'Eli Manning, j'ai vu aujourd'hui sur Twitter que apparemment il est en train de coacher le QB Drake May qui se présente à la draft, qui est l'un des Ah bon top QB de cette draft. Et donc tous les fans des Giants sont en train de se dire ah ouais, en fait il est en train de le préparer à aller chez les Giants. Je crois pas que ce soit le cas, mais Non, mais comment ça, il le coach, c'est-à-dire, je comprends pas trop. Quel lien il a avec ce joueur-là? Pourquoi il le coach particulièrement?
Alors, le lien, je saurais pas te l'expliquer, j'ai pas cherché Et plus t'as que vu ça, des mais vidéos? T'as vu quoi? C'est quoi? il y a un beatwriter qui expliquait que Eli Manning, en fait, aide Drake May à se préparer pour le combine et des trucs comme ça. Donc, il doit faire des petites séances de passe avec lui, des trucs comme ça. Ok. Lui donner des conseils, enfin, à Drake creuser. May a utilisé Eli Manning dans le process pré-draft. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. Bon après, Eli Manning, il est toujours chez les Giants, il a un bureau, je sais pas exactement quel est son rôle, mais il a un bureau dans le bâtiment des Giants, donc c'est clair que ça met un lien privilégié entre les Giants et ce joueur-là, évidemment. Maintenant, Tout à fait. ça veut pas dire qu'on ira le chercher, et surtout, beaucoup l'annoncent dans les 1, 2, 3 premiers picks. Nous, je vous rappelle qu'on est sixième, donc à moins de faire un gros trade, on pourra potentiellement pas aller le chercher. Bref, voilà. Écoute, commençons notre analyse de la défense, si tu le veux bien. Est-ce que Bien sûr. on y va? Ok. Et bah, écoute, si ça te va, on va commencer par les cornerbacks. Je Ouais. vais juste rappeler les noms des cornerbacks, puisque j'ai la liste de tous les joueurs qui ont eu des snaps. Alors avant qu'on commence, j'ai vu un truc marrant. J'ai vu que... Attends, c'est où? J'essaie de le retrouver. Que notre punter... Merde, comment il s'appelle notre punter? Jimmy Le Scotty Gillan. Shammer. Jamie Gillan. Il était sur le site Pro Football Reference, il était dans les stats de défense et comme quoi il avait fait 2 blitz. Mais d'où ça sort ce truc-là? Je sais pas ce que c'est ce machin. De Je l'ai vu Blitz. tout à l'heure, ça m'a fait rigoler. Alors je sais pas si c'était un bug ou quoi que ce soit. Voilà, alors un plaquage, peut-être qu'à un moment donné, ça je veux bien. Il y a eu un return et il a poussé, tu vois, le Ouais, ouais, returner ouais, en tout à dehors de la fait. limite du terrain. Par contre, qu'il ait fait 2 blitz, j'ai beaucoup plus de mal à y croire. Bref, je retrouverai dans cette longue liste, mais ça m'a fait rigoler de voir ça tout à l'heure. Alors, les cornerbacks. Ceux qui ont joué des snaps cette saison, on a eu Darnay Holmes, on a eu Nick McLeod, mon chouchou, on a eu Trey Hawkins, le meilleur cornerback de toute l'histoire des Summer Camp. On a eu Cordell Flott, Adoree Jackson et Deontay Banks. Deontay Banks qui était rookie. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire un peu sur ces joueurs? Est-ce que tu as certaines stats sur certains joueurs et des choses qui t'ont un peu marqué dans ces joueurs-là? Je rappelle quand même qu'à la fin, une fois qu'on aura fini de parler tout ça, on fera sélection du meilleur joueur défensif, meilleur rookie défensif, plus grosse déception, etc. Vous avez voté pour ça. Thiergo avait mis Un petit un petit sondage sondage et sur le donc blog, ouais. on vous Et on donnera a les eu pas mal de résultats aussi à ce réponses, moment-là. donc Ouais. merci à tous ceux qui ont participé. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette escouade de cornerback. Je pense qu'il y a globalement du positif, surtout si tu regardes un joueur comme Deontay Banks, qui, à part 2 matchs qu'il a loupés, il a fait 85% des snaps des matchs où il a joué, il a 2 interceptions, mais surtout sur 96 passes lancées dans sa direction, il n'y en a que 55 qui ont été complétées. Et il a en fait le meilleur taux de, de passes complétées, Le plus faible enfin, le plus faible de en tout tous nos cas, DB. de Ouais. passes complétées C'est ça, de la part, enfin au niveau des DB, parce que je c'est pense, si je ne dis 55%. Ouais. ouais, Jason Pinnock était aussi à 55%, mais Jason Pinnock, donc safety, lui, il a eu que 42 passes lancées dans sa direction. Tu vois, Deontay Banks, pour un rookie, hein, qu'on a drafté au premier tour, pour ceux qui ne se rappellent pas, a été quand même impressionnant. Il a fait de magnifiques interceptions à New England et contre les Commanders. Donc ça, c'est... on tient là clairement notre futur cornerback 1. En Mhm. plus, il n'était pas dégueulasse niveau plaquage parce qu'il a moins de 10 plaquages, enfin moins de 10% de ses plaquages ont été loupés. Raté. Ouais. Ouais, voilà. Si tu compares par exemple à un Adoree Jackson, il a pratiquement autant de passes lancées dans sa direction, il en a 88, mais par contre il a concédé 66% de passes complétées. Euh, alors 2 TD, alors que Deontay Banks, lui, en a concédé 4. Mhm. Et une seule interception pour TD, la fameuse interception de 73 yards contre les Eagles en dernière semaine. Et surtout, Adoree Jackson, c'est 12,5% de plaquage raté. Donc là, Mhm. on est quand même beaucoup moins bon au niveau de la course. Après, Nick Donc McLeod, là, t'as cité nos cornerbacks 1 et 2 en gros. voilà, voilà. Et alors, je vais pas vous faire la liste de toutes les stats parce qu'il y en a quand même énormément, mais juste Nick McLeod, la seule chose que je dirais, il a fait que 28% de ses snaps en défense. Il jouait surtout en special teams, mais quand il était sur le terrain,
c'était pas dégueulasse. Un plaqueur très très sûr, puisqu'il n'a loupé que 3,4% de ses plaquages. Ouais. Tu vois, et il a fait une interception, 3 force fumbles. Donc oui, je comprends que ce soit ton chouchou. Bah Parce que moi j'aime bien ce mec qui sort de nulle part et qui est arrivé là en catimini, qui paye pas de mine et qui joue bien, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, on a parlé plusieurs fois de lui. Et de 61% de passes complétées dans sa direction. 28 plaquages, en fait il a joué 17 matchs, mais il a starté que 3 fois, puisque voilà, c'est un remplaçant, hein, donc, mais il a toujours ouais, été là quand il fallait. Et 3 fumbles provoqués, c'est beaucoup, c'est une ouais, belle stat, ça je trouve. ouais. Alors, ce qu'on note aussi, c'est, je sais pas si tu as vu, mais Darnay Holmes, que 12% des snaps défensifs joués, il a surtout fait Ouais, de la special teams. Et en fait, sa participation en défense régresse d'année en année. Je ouais, pense que là, tout à on est fait. vraiment sur la fin de Darnay Holmes. Alors, il était sympa quand il est passé en France voir nos collègues. Chez J'ai plus le nom Beansport. de. Ouais, voilà, chez Beansport, merci. Il a fait un petit coucou aux fans des Giants. Mais bon, je serais surpris qu'on le garde l'année prochaine, mais ça, c'est un sujet Ouais. pour un autre podcast. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a moyen de trouver autre chose, surtout qu'on a Cordell Flott qui a été correct cette année, pas incroyable, mais qui a été correct, qui a priori fait le boulot dans le slot. Donc voilà, après, il nous faut de la profondeur. Dans tous les cas, tu as toujours besoin de profondeur au poste de cornerback, donc Mm. il va falloir peut-être recruter un petit peu à ce niveau-là, mais bon, je m'inquiète pas trop. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter? Je suis en train de regarder un peu les stats, il n'y a rien d'autre qui me marque spécifiquement. Ah si, Trey Hawkins quand même, déception, parce que je disais meilleur corner de l'histoire du training camp, parce qu'il a été très prometteur, on nous l'annonçait comme cornerback 2, et puis on fait Ouais, passer Adoree Jackson dans le slot. En fait, on s'est rendu compte qu'Adoree Jackson dans le slot, bah, il n'y arrivait pas trop. Et on s'est surtout rendu compte que Trey Hawkins, bah, en fait, c'est bien beau d'être fort à l'entraînement, mais derrière, quand on arrive en match, c'est pas ça. Et juste petite stat sur Trey Hawkins, le rating des quarterbacks adverses quand ils lancent dans la direction de Trey Hawkins, c'est 158,3. Si je dis pas de ouais. bêtises, c'est le Ce qui est rating parfait. Donc, c'est le rating parfait, c'est tout à fait il peut ça. pas y avoir plus haut que ça. Donc c'est assez violent. Et on comprend que Trey Hawkins, même s'il a joué 17 matchs, il a finalement été que starter sur 3. Donc il a démarré au début de la saison et très vite. Très Il vite, s'est on l'a mis retrouvé sur le banc. remplaçant. Ouais, Mm. 85% des passes lancées dans sa direction étaient complétées, ce qui est absolument. C'est énorme. C'est énorme. Et puis surtout, à la course, il n'est pas non plus. Il a 12,5% de ses plaquages loupés. Moi, je pars du principe qu'à chaque fois que tu es au-dessus de 10%, c'est trop. Idéalement, tu veux Ouais. être dans les 5 à 8%, même Mm. moins que 5%. Mais, mais ouais, donc c'était une saison qui était très rude pour Trey Hawkins, mais c'était un rookie aussi, faut bien Mhm. le rookie non drafté, si je dis pas de bêtises, ou alors drafté en fin de draft. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi c'est fan draft. Fan draft. Ouais. Ok. Donc, oui, il a une courbe d'apprentissage qui est un peu plus rude que celle Mm. que Deontay Banks, mais Deontay Banks est un first round pick, donc c'est un peu Oui, plus bien sûr. normal qu'il soit à ce niveau-là. Ouais. D'ailleurs, en parlant de draft, j'ai vu que tu avais posté le résumé de la draft d'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je sais plus. Putain, mais quelle 3 ans. catastrophe avec Dave Gettleman. Il y a La personne dernière qui. draft de Dave Celle de Gettleman. Kadarius Toney en fait. C'était un enfer cette draft. On en reparlera, Ouais. mais bon, quand on voit les joueurs maintenant, on se dit putain, il a vraiment eu aucun joueur, à part Ojulari qui est encore dans l'effectif. Sinon, c'est une catastrophe. Ouais. Euh, on va enchaîner sur les safety. Alors, on a eu cette fameuse discussion sur Xavier McKinney. Donc, je vous rappelle, hein, on était assez déçus de son rendement. Il n'a pas eu le contrat qu'il voulait. Du coup, on pense qu'il a fait la gueule, c'est peut-être pas le bon terme, mais il était peut-être pas à 100% psychologiquement. Et puis finalement, bah, il fait partie des 2 joueurs, et ça c'est quand même assez ouf, de notre effectif qui ont joué 100% des snaps. Et je crois que, je sais même pas si en NFL il y a eu d'autres joueurs à part lui et Okereke qui ont fait 100% des snaps de leur défense. Mais en tout cas, il en fait partie. Et il est revenu très fort, et maintenant on espère qu'une chose, c'est qu'il re-signe, puisqu'il a l'air d'être dans le bon mood et dans une bonne courbe de progression. Donc Xavier McKinney qui est une valeur sûre de cette défense. Et dans les autres safety, on a Jason Pinnock, donc on rappelle qu'on avait récupéré il y a 1 an ou 2 chez les Jets, et qui est un peu arrivé là aussi alors qu'on n'en attendait pas grand chose, et finalement qui a été très intéressant. Isaiah Simmons, alors là sur Pro Football Reference il le liste en safety. Bon, je sais pas si on le met en safety, en linebacker, il était un peu hybride, il joue un petit peu partout, donc c'est un peu spécifique. Ded Belton, joueur de 2e année,
qui a été aussi plutôt correct, je trouve, et Bobby McCain, qu'on trouvait intéressant en termes de signature, et qui finalement n'a pas joué tant que ça, et je sais même pas s'il est encore dans l'effectif à l'heure actuelle. C'est vraiment un joueur qu'on a quasiment pas vu. Écoute, pareil, est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis, et qu'est-ce que tu as pensé de ce groupe de safety, que moi je trouve quand même globalement plutôt bon. Oui, oui, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a quand même un groupe de safety qui est très talentueux. Euh, sur Xavier McKinney, il y a un truc qui est quand même impressionnant parce que Bobby Okereke, il a fait 100% des snaps défensifs, mais il n'a pas fait de special teams. McKinney a fait 23% des snaps de special teams en plus. Ah ouais, je savais pas ça. Je savais même pas qu'il Donc jouait en fait, un seul snap en special teams. le gars déjà, il a pas arrêté. Hein. Je pense que c'est clairement le joueur des Giants qui Ouais, fait, écoute, quand je jouais au Minotaur de Strasbourg, j'étais quarterback, je jouais safety et je jouais en special teams aussi. tu Hein, servais c'est le bon, on va pas en faire café tout. et puis Ça va, c'est bon. Merde. Non, mais alors c'est alors j'avais noté pour Bobby Okereke à quoi ça correspond 100% des snaps. En défense, ça veut dire 1128 snaps, soit 66 putain. snaps par Pardon. match. C'est quand même Ouais, dingue. c'est énorme. Ouais, c'est Alors, ça parle pas comme ça, mais pour des joueurs qui sont à fond tout le temps, c'est rien que ça, c'est énorme. Alors on peut se dire oui, il fait 100% des snaps, mais s'il est nul, on s'en fout. Mais non, il est pas nul parce qu'il a quand même 116%, 116 plaquages, dont 70%. 116%. Il a 116% de plaquage réussi. Voilà. Non, au niveau des plaquages réussis, tu vois, il n'a que 6,5 de plaquages loupés, donc c'est très bien. Non, c'est bien, c'est très bien. Il a été pas mal utilisé en blitz, puisqu'il a fait 42 blitz. Alors il fait que 0,5 sacs par contre. Ça, c'est ouais, un peu... il a 3 pressions au total, mais surtout, après son taux de complétion est pas dégueulasse, il est à 63,1, il a concédé seulement un TD, 11 passes défendues, et surtout, ce que j'ai noté, c'est je trouvais qu'il était le 4e meilleur safety selon PFF, et le meilleur safety en couverture selon PFF. Ouais. À prendre avec des pincettes, comme on dit à chaque fois, mais ça montre bien que McKinney était dans une grosse année, et là, il doit être free agent, donc tu peux être sûr qu'il va demander beaucoup d'argent. À côté de ça, Jason Pinnock était quand même bien parti pour faire 100% aussi. Il a fait 95% des snaps défensifs et 30% des snaps de special teams, mais il a loupé le dernier match. Donc à cause d'une blessure. Et il est lui aussi à 7,6% de plaquage manqué, donc les deux sont quand même des bons plaqueurs. Hein. C'est quand même intéressant d'avoir des joueurs comme ça qui se blessent pas, qui sont des bons plaqueurs, qui sont capables de blitzer, qui sont capables d'un peu tout faire, et dans la défense extrêmement qu'on avait l'année dernière, c'était très important ça. Je sais pas si ce sera le cas encore cette année avec le changement de coordinateur, mais l'an dernier c'était important. Donc bon, en tout cas c'est deux joueurs qui sont de très haute volée, et qui voilà, alors souvent on peut avoir 3 safety dans une équipe comme ça quand tu fais enfin pas forcément en cover 3, mais tu peux avoir tendance à mettre beaucoup de safety qui sont capables de monter dans la boîte, et d'avoir ces deux joueurs là qui sont capables de tout faire, c'est quand même vachement intéressant. Ouais. Et puis pour terminer, Dane Belton qui il a fait tous les matchs, mais il a été titulaire que 2 fois, il a fait 26% des snaps défensifs. On se souviendra surtout de son match contre les Rams où il a 2 interceptions assez exceptionnelles. Par contre sur les 20 passes tentées dans cette direction, il y en a 70% qui ont été complétées. Donc il y a encore un peu de travail au niveau de couverture. Il a aussi pratiquement 11% de plaquage raté. Tu sens qu'il y a un écart entre McKinney, Pinnock et puis Dan Belton. Et comme tu l'as dit, Bobby McCain, on l'a pas vu. Ouais, non, Bobby McCain, on l'a pas vu, comme on dit, on sait même pas s'il est encore là. Après, Dan Belton, il avait joué pas mal l'an dernier, il avait plus joué dans sa saison rookie, j'ai l'impression, que cette année. Mais c'est vrai qu'avec Jason Pinnock, ça a un peu compliqué les choses. Mais c'est un bon joueur de rotation, et tu vois, ces 3 joueurs-là, pour moi, c'est une base très solide, et on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup de joueurs, enfin en tout cas pas besoin d'aller chercher titulaire, en tout cas profondeur toujours, mais pas forcément titulaire. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques podcasts, c'est qu'on n'a pas envie de laisser partir McKinney parce qu'on n'a pas envie que ça devienne un besoin alors que c'en est pas un actuellement. Il n'y a pas beaucoup de postes où on se dit bah là on est tranquille, on a les titulaires qu'il nous faut, allons pas nous créer des problèmes là où il n'y en a pas, on a juste à le re-signer. Enfin juste, il va falloir trouver évidemment le bon compromis et la bonne valeur, mais certains disent qu'il pourrait potentiellement être tagué et que Saquon Barkley, peu de chances qu'on le tag avec, on sait, même si c'était pas dans le contrat et qu'on a la possibilité de le retaguer,
ce serait peut-être assez mal vu et on n'a pas envie non plus de taguer à l'infini des joueurs. Donc peut-être que ce tag pourrait être utilisé sur Xavier McKinney, même si de ce que j'ai vu, le prix du tag pour un safety est assez élevé. Donc est-ce qu'on a envie de lui donner ce genre de... Bon, c'est la contrepartie, c'est que tu t'engages pas sur plusieurs saisons avec lui, mais à mon avis, il est encore suffisamment jeune pour qu'on accepte de s'engager sur plusieurs saisons. Hein. Je pense que le mieux serait quand même de lui trouver un contrat qui satisfasse tout le monde. Oui, non, bah, de toute façon, si on doit taguer McKinney, c'est pas pour qu'il joue son tag, c'est juste pour se donner plus de temps jusqu'à mi-juillet, puisque le tag, je crois que ça doit être réglé d'ici mi-février, non, mi-mars. Oui, c'est ça, mi-mars. Et après, tu dois signer ton tag juste d'ici mi-juillet. Et si tu as trouvé un accord avant mi-juillet, et ben, l'accord vient remplacer le tag. Donc, c'est ce qu'on avait eu comme galère l'année dernière, c'est qu'on avait tagué Saquon Barkley, mais qu'il n'avait pas signé, donc on savait pas ce qu'il allait se passer, etc. C'était un peu tout à fait. Passons aux outside linebackers maintenant, avec donc ceux qu'on attendait évidemment le plus, qui d'ailleurs ont le même âge, tiens c'est rigolo, alors qu'il a été drafté avant, mais il a été drafté sûrement jeune, Azeez Ojulari, 23 ans, Kevin Thibodeau, 23 ans également, J. Edward, l'ancien, même s'il n'a que 29 ans, Ocean Jiménez, on attendait de ne plus le voir, finalement il est toujours là, il a été oublié, mais il avait quasiment pas joué. Bah ouais, moi je l'avais oublié, c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué. Après on a deux joueurs, alors, oui, Boogie Basham, pardon, c'est un mec qui nous venait des Ravens, c'est ça? Je me souviens plus trop. Il me semblait que c'était les Bills. Ah peut-être, oui, non, oui, t'as raison, mais on l'a pas trop vu non plus. Alors Benton Whitley, mec, je sais même pas qui c'est, il a joué 3 matchs, il a fait 0 plaquage, donc on va même pas parler de lui. Bon, en tout cas, Thibodeau, satisfaction, avec 11 sacs et demi. D'ailleurs, attends, c'est bizarre parce que je le vois avec 11 sacs et demi, et je sais pas, c'est quand que j'ai vu un visuel où il lui mettait 13 sacs, je crois. Mais je pense que la réalité, c'est 11 sacs et demi. Oui, c'est 11 sacs et demi. Azeez Ojulari, 2 sacs et demi, mais qui a encore été très blessé. Donc Kevin Thibodeau, c'est 17 matchs joués et 17 matchs titulaires. Azeez Ojulari, c'est 11 matchs joués, seulement 7 titulaires. J. Edward, c'est 17 matchs joués, 9 titulaires. Donc bon, voilà, le seul qui a été vraiment une valeur sûre de A à Z, c'est Kevin Thibodeau, qui fait une saison très bonne, même si, petit point négatif, on l'a dit beaucoup de fois en fin de saison, on l'a quasiment plus vu sur les 3-4 dernières semaines, et bon, on va pas s'alarmer pour ça, mais ces 11 sacs et demi, en fait, ils ont été obtenus en 13 ou 14 matchs, quoi, alors qu'il y en a eu 17 dans la saison. Donc, sur les 11 sacs, c'est simple, il y en a 2 contre les Seahawks, 3 contre les New York Jets, donc là tu es déjà à 5, et 3,5 contre les Commanders en 2 matchs, hein, puisqu'il en a fait 2 une fois et 1,5 fois. Donc ça veut dire que il a fait 8,5 de ses sacs, donc on est quand même à largement plus de la moitié, voire on est aux 2 tiers, en 4 matchs. Il y a 17 ouais, mais ça arrive à tous les edge, oui, tous les linebackers. Ils ont des matchs où ils vont te faire 3-4 sacs parce qu'en face le mec est complètement moisi. Je suis d'accord. Du coup, ça leur fait grimper à fond leurs stats. D'ailleurs, merci les Giants qui ont permis à beaucoup de edge rushers de se faire des très belles stats. Ouais, tout à fait. Et en fait, je suis d'accord avec toi. Hein, alors, il était clairement cramé sur la fin de saison, Thibodeau, parce qu'il a fait quand même 87% des snaps défensifs. Il en faisait 79 en saison rookie. Il a un total de 35 pressions, alors sur 98 rushs, enfin 98 blitz selon PFR, j'ai calculé, ça lui fait un taux de conversion pression. Donc, en pression, ça inclut les sacs, mais ça aussi inclut les hurries et les QB knockdown. Donc ça veut dire que tu touches le QB, tu le renverses, mais il s'est débarrassé du ballon, donc ça compte pas comme un sac. Donc ça fait un taux de pression de pratiquement 36%, ce qui est pas mal. Azeez Ojulari, lui, il est qu'à 25%. Et surtout, moi, ce que je note avec Azeez Ojulari, c'est 15,8% de plaquage manqué. Ouais, seulement 9 pour Thibodeau. Après, c'est compliqué quand même de te blesser, de revenir. Voilà, c'est le problème avec Ojulari, c'est qu'il avait fait des bonnes saisons tant qu'il n'était pas blessé, puis une fois qu'il a commencé à se blesser, ça a été forcément beaucoup plus compliqué. Donc en fait, il a fait une bonne saison, je crois que c'est sa saison rookie. L'an dernier, il a été blessé beaucoup, et cette année, il a encore été blessé. L'an dernier, même, on l'a quasi pas vu, je crois, hein, si je me souviens bien. Oui. Donc c'est un peu problématique. Toujours, tu as du mal à t'investir sur des joueurs qui sont blessés. Donc là, il doit être dans sa 4e année, je pense, cette année. Ça va être potentiellement sa dernière année. Donc il va falloir que...
en dehors de son niveau de jeu, c'est vraiment qu'il reste sur le terrain, quoi, et qu'il arrête de se blesser comme ça. Donc ça va être une partie importante, c'est être capable de se remettre en condition. D'ailleurs, je crois qu'on a, si je dis pas de bêtises, on en a pas parlé tout à l'heure, mais dans le coaching, alors c'est pas du coaching staff, mais dans les gens de l'encadrement, on a engagé des nouvelles personnes sur la partie conditionnement physique. Donc on espère que ça va nous permettre de nous améliorer là-dessus, sur la partie blessure. Bref, en tout cas, Ojulari, c'est peut-être qu'il fera partie de nos tops pour les déceptions des joueurs de défense. Et surtout 16% de plaquage raté, c'est beaucoup. J. Edward, est-ce que on l'a re-signé? Je me souviens plus où est-ce qu'il en est son contrat. J. Edward, il faudra aller regarder parce que c'est quand même un joueur de rotation qui est intéressant et c'est un peu un leader du vestiaire. Même s'il était surtout là parce qu'il y avait Martindale. Je sais pas trop si ça peut continuer. Ce que j'allais dire. Mais en fait, il a l'air d'être apprécié de l'équipe. En effet, je suis d'accord avec toi. C'est un leader défensif. Alors, il n'a pas un niveau de titulaire selon moi. C'est quelqu'un qui est bien pour une rotation. Tu sais, il me fait un peu penser à un Dave Tollefson du temps de Ozzy Umenyiora et Justin Tuck qui étaient titulaires, et Dave Tollefson il venait pour une dizaine de snaps par match. Ozzy Umenyiora et Tuck, on avait Strahan aussi en même temps. Hein. Donc, ah oui, non, voilà, je te parlais même de l'après Strahan. Ah oui, l'après Strahan, ok. Parce que là, quand t'as 3 joueurs comme ça devant toi, bon courage pour te faire une place. C'est clair, tout à fait, tout à fait. Mais J. Edward, moi j'ai noté backup serviable, mais insuffisant pour en faire un titulaire. Donc, ah bah oui, c'est sûr. Il était là parce que Martindale l'avait fait venir de Baltimore. On va voir si Bowen est intéressé pour garder ce joueur-là. Je pense pas que ce soit un joueur qui nous coûte très cher de toute manière. Non, mais de toute manière, on a besoin d'un autre rusher en face de Kayvon Thibodeau parce que sinon ça marche pas. C'est sûr. Tu vois, J. Edwards, c'est le deuxième meilleur saqueur, il a que 5 sacs. Hein, donc, tu vois, en rotation, c'est très bien. 5 sacs pour un joueur de rotation, je trouve que c'est très bien. Ouais, tout à fait. Et puis, Ocean Jimenez, il a été coupé en milieu de saison, donc il est plus dans l'équipe. Ah, on l'a cuté carrément, il est plus là. Ouais, on l'a cuté. Il est libre. Et Boogie Basham, comme tu t'as dit, il a rien fait de parti. Basham. Ah, je pensais que c'était Bashman. Non, c'est Basham, Boogie Basham. Et Ocean Jimenez, il était à 20% de plaquage raté. Là, il a joué que 3 matchs en fait, Jimenez. 0 starter, 3 matchs. Ouais, donc c'était voilà. Encore un pic pas très bien senti de Dave Gettleman. Alors, c'est marrant, il y a Marcus McKethan qui est dans cette liste des défenseurs parce qu'il a dû faire un plaquage suite à une interception. Bref, on va pas revenir sur lui. Dans les inside linebackers, alors là c'est intéressant. Et c'est drôle parce qu'il n'y en a que 2 qui sont listés en tant qu'inside linebacker. Enfin, même ils les mettent en LB, donc linebacker, mais c'est du coup ça veut dire inside linebacker. Donc on a Carter Coughlin qui a joué a priori les 17 matchs, mais je pense que c'était surtout sur équipe spéciale puisque il fait 9 plaquages et donc qui était intéressant. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui fait un des plus gros plaquages de la saison. Il a déboîté un mec qui est arrivé lancer pleine balle. Le returner, il l'a éclaté. Ça c'était. Je m'en souviens encore du bruit que ça a fait, le choc. Mais donc nos deux titulaires qui ont quasiment tout joué. Et d'ailleurs, je sais pas qui a joué à la place de Okereke à la place de McFadden sur le match qu'il a pas joué. C'est peut-être Isaiah Simmons. Donc on a, comme je disais, Bobby Okereke, Micah McFadden, et donc Bobby Okereke est 100% des snaps joués, 17 matchs sur 17 possibles, 17 matchs en tant que titulaire, seulement 7,5% de plaquage raté. Micah McFadden qui a fait des matchs très bons, on l'a dit plusieurs fois, où il a eu des performances élites, hein. Il y a même eu une fois où je crois qu'à la fois Okereke et McFadden ont une note PFF supérieure à 90, c'est quand même assez taré. Par contre, le gros problème de McFadden, c'est ces 17,9% de plaquage raté. Je pense que c'est un joueur de 3e ou 4e tour, ou peut-être même 5e, je sais plus, donc de milieu de draft, dont on n'attendait pas forcément grand-chose, mais qui a été assez impressionnant par rapport à son niveau, qui a encore une grosse marge de progression, notamment au niveau des plaquages. Ouais, tout à fait. Alors, juste sur Okereke, 149 plaquages, donc quand tu te rends compte qu'il n'en loupe que 7,5 de tout ça, ça veut dire que c'est vraiment un boulot énorme. Ce que je note aussi, c'est 2 interceptions contre New England et contre Miami, 4 fumbles forcés, et il a dévié pas mal de passes, notamment une passe qui avait été rattrapée par Jason Pinnock, on l'a pas dit tout à l'heure, mais Jason Pinnock est le leader de la NFL en retour d'interception avec 102 ou 103. Bon, bref. Je sais plus, il était dans la end zone quand il a intercepté, il a été marqué. Donc, alors par contre, ce que je note du côté de Bobby Okereke, juste le seul point négatif, c'est on l'a visé 42 fois et tu as 80% des passes qui ont été complétées.
Alors, je saurais pas te dire si c'est parce que c'était des checkdowns ou des trucs comme ça. Mais McFadden, c'est aussi pareil, il est à 74,3 sur 35 targets. Donc on a des linebackers qui sont pas forcément des flèches en couverture. Mais, Non, alors que Bobby Okereke, quand même, ça faisait partie de ses caractéristiques. Hein. Il y a peut-être un petit point d'amélioration à ce niveau-là, quand même. C'est vrai que c'est peut-être le petit point négatif. Et ça peut être aussi une question de schéma, hein, parce que tu sais, Ouais, bien sûr. Wink Martindale l'a envoyé sur 69% de blitz. Donc, pardon, 69%, n'importe quoi. 69 blitz. Il a mis 9 fois la pression sur. Oui, non, mais je m'emballe un peu, tu vois, il y a beaucoup de chiffres. Mais tu vois, surtout, ce dont je me rappelle de Okereke, le premier mois, on était en train de râler en disant putain, il est nul, il fait rien, il loupe que des plaquages. Et puis après, bah, il a été parfait et il a largement compensé ce premier mois difficile. Je pense que c'est tout simplement, il a eu du mal à s'adapter au système Martindale pendant quelques matchs. Et puis il a pris le pli très rapidement. Bon, il va devoir refaire le même exercice avec Shane Bowen. On va voir comment ça se passe. Micah McFadden, je suis un peu plus inquiet pour lui parce qu'il est plus jeune. Parce que Micah McFadden, en fait, il a fait 2 ans sous Martindale. Donc il a eu un peu plus de temps pour s'adapter. Maintenant qu'il va être avec un nouveau coordinateur défensif, il va devoir apprendre quelque chose de nouveau. Donc je ne serais pas étonné que McFadden soit pas aussi bon en 2024. Mais ça n'empêche pas d'améliorer sa technique de plaquage. Si au moins c'est ça. Si au moins sur la technique il s'améliore, ça va forcément améliorer son jeu parce que je trouve qu'il est instinctif, il prend bien les gaps, il lit vite et il attaque et il se pose pas de questions, ça c'est très bien. Voilà, s'il pouvait mieux plaquer, ce serait mieux. En tout cas, il a une capacité à encaisser le bloc adverse et à se défaire de ce bloc pour aller au contact du coureur qui est assez impressionnante. Il y a eu beaucoup de replays, il y a des gens qui sont très bon sur Twitter pour aller nous rechercher les coach cam et nous mettre certaines actions en avant. Il y a quand même des vraies actions d'éclat de sa part où c'est pas évident, mais il fait largement ce qu'il faut pour se défaire du bloc et aller plaquer. Maintenant, 18%, c'est vrai que ça reste trop et c'est purement de la technique là. Donc peut-être un peu de concentration aussi. Mais sur l'instinct, en tout cas, il est très bon et tu l'as dit, il est jeune, il a que 23 ans. Ça fait partie des joueurs les plus jeunes de l'équipe. Il a le même âge que Ojulari et Thibodeau. Le joueur le plus jeune de l'équipe, pour info, c'est Deontay Banks avec 22 ans. Et Cordell Flott, 22 ans. Putain, Cordell Flott, 22 ans, mais ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Et on l'a drafté à 20 ans, le mec. Ok. Non, mais voilà, donc c'est. Ça, pour moi, on l'a dit pendant la saison qu'on a été avec Nitti, c'est quand même une doublette d'inside linebacker qui peut faire les beaux jours sur plusieurs années. Donc ça, c'est quand même très encourageant. Et c'est la première fois qu'on a ça depuis de nombreuses saisons. Mais on n'avait même pas un linebacker bon pendant un moment. Donc là, en avoir 2. Comment il s'appelait notre linebacker qui était Mister Irrelevant là? Je me souviens plus de son nom. Ah oui. Qu'on a eu comme titulaire pendant 3 ans quoi. C'est quand même. Mark Herzlich. Non, je parle pas de lui, je parle très récemment, un mec qu'on avait juste avant qu'on voit Okereke. C'était. Alors c'est pas Cam Brown, c'est. Bon bref. Oui, je vois de qui tu parles, mais j'ai plus son nom. Donc, moi non plus. On les oublie vite, hein, les joueurs. En même temps, retenir 50 noms de joueurs par équipe tous les ans, tu peux pas te rappeler de tout le monde tout le temps. Bah, tu sais que quand Shane Bowen a été embauché, je suis allé voir le roster des Titans pour voir, il avait qui comme joueur. Et j'ai regardé, je fais, non, j'en connais aucun. Ah bah ouais. Déjà, connaître les joueurs de ton équipe, c'est pas évident, mais alors connaître ceux de toutes les équipes, c'est encore plus galère. Il nous reste à parler de la ligne défensive. Attends, on n'a pas parlé d'Isaiah Simmons. Ah oui, parce que il était laissé dans les safety, mais oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé non plus dans les safety. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il est justement listé sur le site des Giants comme safety inside linebacker, alors qu'il a fait moins de 10% de ses snaps défensifs en tant que safety. Il a fait, je crois qu'il a fait moins de 10 snaps en tant que safety. Excuse-moi. Il a fait 75 snaps en tant que defensive back, donc soit cornerback, principalement cornerback, inside cornerback ou wide cornerback. Et après, il s'est réparti entre ILB, OLB. Il a fait 33% des snaps défensifs. On se souviendra surtout de sa magnifique interception contre les Commanders, retournée sur 54 yards pour un TD. Mais par contre, 81% de passes complétées dans sa direction, ça pique un peu, quoi.
Non, mais là aussi, c'est un genre de rotation pour moi, Isaiah Simmons. C'est un mec qui était ultra talentueux, que beaucoup de gens voulaient au sortir de la draft, qu'on a réussi à récupérer parce qu'il a été libéré par les Cardinals. Ou non, on a fait un trade. Oui, non, c'est un trade, t'as raison. Mais je veux dire, bon, s'ils acceptent le trade, c'est qu'ils n'étaient pas archi intéressés. Le trade, je crois qu'on a donné un 6e tour ou quelque chose. Enfin, ouais, donc ils lui voyaient pas une très grande valeur. Et c'est un joueur qui, pour moi, je pense qu'il a psychologiquement, tu vois, il s'est vu tellement haut, tellement longtemps, et tout le monde attendait tellement de lui. Il n'a pas été à la hauteur de ça. S'il s'impliquait plus psychologiquement, et je me souviens que j'ai vu des replays de quand il était à Arizona, où il y a un mec qui fait la moitié de sa taille, qui vient pour le bloquer, et il n'arrive pas à se défaire du bloc, quoi. C'est juste pas possible, en fait. Il faut que tu sois plus investi. Alors je pense que ça a été ok, et peut-être que ça l'a un peu relancé chez les Giants, mais il faut qu'il continue et que le coach reste derrière lui à fond pour qu'il se donne tout le temps et qu'il ne revienne pas dans cet état un peu de ouais, de toute façon physiquement j'ai des dons, donc je vais me débrouiller avec ça et puis j'arriverai à faire quelque chose. Bon, voilà, c'est pas un titulaire en puissance, il avait largement les capacités de l'être, c'est pas le cas, donc il faut réussir à l'utiliser comme on peut et que lui reste focus au maximum, mais il a, je pense, ce petit problème psychologique de se concentrer à 100% sur sa carrière de foot et être à fond à tous les snaps. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que j'ai dit. Tout à fait. Non, rien à rajouter. Je pense que ce sera intéressant de voir si le nouveau coach des outside linebackers arrive à en faire une bonne utilisation, mais il a ce côté hybride qui... c'est un joueur compliqué, tu peux pas compter sur lui comme tu pourrais compter sur un Kayvon Thibodeau qui a vraiment la carrure d'un outside linebacker. Donc, ouais, c'est clair. C'est ce que les Américains appellent un tweener, parce qu'il est un peu plus petit et tu peux le mettre à différentes positions. Mais ouais, à voir. Joueur de rotation, il n'y a rien de plus. Joueur de rotation, c'est clair. Et on va finir par la D-line, alors, avec notre ami Leonard Williams, qui est parti chez les Seahawks au milieu de saison. Je sais plus ce qu'on en a récupéré, mais je crois qu'on n'a pas eu un deuxième tour. Si, on a eu un deuxième tour, sachant qu'on l'avait acquis. C'est quand même assez inespéré. Hein. On l'avait acquis pour un 3e tour aux Jets. Donc on a eu un 2e tour de 2024 et un 5e tour de 2025 de la part des Seahawks. Donc c'est effectivement un bon trade. On n'a pas spécialement parlé de Joe Shane, mais Okereke c'était une excellente signature et je pense que laisser partir Leonard Williams pour un 2e tour, on verra ce qu'on en fera de ce 2e tour, mais ça a l'air d'être assez intéressant aussi. Donc en tout cas il était titulaire en début de saison, sur les 8 matchs qu'il a joué il était 7 fois titulaire et il était aux côtés de Dexter Lawrence, donc c'était nos 2 joueurs phares. Dexter Lawrence évidemment qu'on a signé sur un gros contrat et qui a été absolument monumental et peut-être le meilleur defensive lineman de toute la NFL, en tout cas sur la saison passée. On avait également Nunez Roches, donc, qui venait de Tampa Bay, qui a joué 16 matchs et 4 en tant que titulaire. DJ Davidson, joueur assez jeune, 26 ans, 15 matchs joués. Eshon Robinson, qui a été assez intéressant et qui a beaucoup joué. Eshon Robinson, 62 plaquages, 17 matchs joués, 13 en tant que titulaire. Donc là, on a un groupe aussi assez intéressant. Et j'ai oublié, Jordan Riley, le rookie. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire bon, Dexter Lawrence, on va pas en parler 1000 ans, on le sait, c'est un monstre. Voilà, je vois même pas quoi rajouter de plus, seulement 5% de plaquage raté. Il est monstrueux dans tout ce qu'il fait. Il fait des sacs, il met des pressions sur le QB. Il est à des années-lumière des autres inside D-line sur les pressions mises sur le quarterback adverse. Enfin, ce mec est complètement fou, quoi. Ah, pour moi, c'est, même si c'est un joueur différent, c'est le digne successeur d'Aaron Donald. Aaron Donald est cuit depuis 1 ou 2 saisons. Et maintenant c'est. Il reste bon, hein, il reste bon quand même. Il reste bon, oui, mais ce que je veux dire, c'est c'est plus le grand Aaron Donald qu'on a connu pendant 5 à 7 saisons. Et là, on a un Dexter Lawrence qui n'a pas faibli malgré un très gros contrat signé, hein, parce que ça, c'est toujours une inquiétude quand un joueur a décroché un gros contrat qu'il lève un peu le pied. Alors, il a eu moins de snaps. Parce qu'il en faisait 82 l'année dernière de snaps défensifs, là il n'en a fait que 67%. Mais malgré une utilisation un peu plus faible, il a eu un impact quand même assez énorme. Et d'ailleurs, contre les Jets, je ne le savais pas, j'ai découvert ça aujourd'hui, il a égalé un record. Sais-tu lequel ? Du nombre de pressions mises sur un quarterback par un defensive lineman en un match ? Non, j'en sais rien. Alors du pourcentage de pression. Non, tu l'avais, c'est le nombre de pressions mis par un joueur défensif. Alors la plupart du temps, ce sont en effet des joueurs de ligne défensive
il en a fait 15. Et Ah, mais même de tous les joueurs défensifs. Oui. C'est un record pour tous les joueurs. Donc, ça, même par rapport à des outside linebackers. Non, mais sur un match. Oui, mais c'est Oui. ouf quand même. Tu Bah, t'attends pas à ce que ce soit une stat détenue par un mec qui est à l'intérieur de la ligne en fait. Oui, tu t'attends pas à ce que ce soit une stat détenue par un nose tackle qui Ouais. est généralement plus un run stuffer qu'un pass rusher. Bon, Bah ouais. après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, mais ça fait partie de la NFL. Je crois que c'est sur ce match que les Jets doivent faire venir leur troisième centre, parce qu'ils perdent 2 centres. Oui, Et c'est aussi ouais. sur ce match, tu sais, il y a eu, je crois que c'est sur ce match où Dexter Lawrence avait un micro et tu l'entends dire au centre, tu me fais plus de câlins que ma femme. Ah non, attends mec, ça c'était l'année dernière contre les Vikings, non? C'était pas cette année, c'était l'année T'as dernière. raison. Non, mais enfin, c'est marrant parce qu'il fait beaucoup de trash talk, mais c'est pas du trash talk Ah ouais, insultant. non, c'est du trash talk marrant. Genre, c'est des vannes, quoi. Il est trop Et drôle. cette année, il a dit un truc, mais je crois que c'était contre les Jets, il dit, genre il appelle un hey, big guy, je crois que c'est un centre, il dit t'es pas censé être fort toi, parce que t'es venu me taper. Oui, non, voilà, Il fait- il en fait fait, c'était à ça taper que je pensais. comme ça, et il dit j'ai rien senti, j'ai même pas bougé, je comprends pas, t'es pas censé être un mec balèze toi. Enfin, Oui. bref, c'est... Il Non, le dit avec le sourire, c'est tellement humiliant quoi. Et c'est aussi sur ce match où en fait, je crois que c'est le deuxième centre ou le troisième centre qui s'appelle Newman, donc un nouvel homme, et il dit We've got a new man, his name is Ah oui, Newman. c'est ça. Enfin, il est trop marrant, Oh, Dexter c'est Lawrence, en plus d'être fort. Et Sean Robinson, t'en as parlé. Alors, t'as dit tout ce qu'il y avait à dire sur Leonard Williams, et je suis juste par curiosité allé voir ce qu'il avait fait chez les Seahawks le reste de la saison. Il a quand même, je crois qu'il a 4 sacs, donc il n'a pas faibli en allant à Seattle, et c'est tant mieux. Donc je pense que les Seahawks, même s'ils ont payé le prix fort, ils sont plutôt contents de ce qu'ils ont eu de la part de Leonard Williams. Mais tu sais que je pense que les Seahawks à ce moment-là, ils avaient beaucoup de victoires et ils anticipaient les playoffs. Ouais, non, mais tout à fait. Généralement, en fait, ça se passe comme ça. Et en fait, Sean Robinson a repris la suite de Leonard Williams. Alors, je trouvais que c'était pas du niveau de Williams, parce que Williams a vraiment une qualité de pass rusher que Robinson n'a pas. Mais Robinson était un bon plaqueur, il faisait des tackles for loss. Donc, pour le moment, c'est en effet notre deuxième DT. Combien il a de pourcentage de plaquage raté à Sean Robinson? Alors, j'ai pas regardé cette stat, non. 1,6%, mec. Ah ouais. Un plaquage raté sur 62 plaquages. C'est ouf. Bah, en fait, Leonard Williams, il était à 9, donc c'est quand même incroyable. Donc, en fait, c'est le meilleur plaqueur de la défense. C'est le meilleur plaqueur en termes de ouais, après, il y a d'efficacité, plaquages, en termes d'efficacité, pas en termes de quantité. Ouais, complètement. Donc, c'est clair. Ouais, non, c'est mieux que Nunez Roches, que je trouve qu'on n'a pas beaucoup vu. Il a quand même pourtant fait 44% des snaps défensifs. Et puis après, il y a les deux genoux, DJ Davinson et Jordan Riley. Jordan Riley, on a parlé un peu avant le podcast. Donc, rookie. T'étais surpris du fait qu'il n'ait fait que 8 plaquages alors qu'il a joué 8 matchs. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui s'est surtout fait remarquer en fin de saison. Il a terminé la saison sur une bonne note, ce qui est très bien. Hein. Donc on a hâte de voir ce qui va devenir sur la saison suivante. Surtout qu'on a un coach de ligne défensive qui est excellent. Hein. C'est ce coach-là qui a fait de Dexter Lawrence une superstar. Hein. Lawrence était déjà bon avant qu'il arrive, mais il en a fait le meilleur joueur défensif de la NFL, ou l'un des meilleurs joueurs défensifs en tout cas de la NFL. Donc avoir des genoux comme Davidson et Riley entre ses mains, moi je trouve ça ultra rassurant. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur cette ligne aussi. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu encore des belles signatures de Joe Shane, hein, parce qu'il a fait venir Sean Robinson, c'était une belle signature. Nunez Roches, tu l'as dit, un peu moins impactant, mais intéressant quand même dans la rotation. Donc, j'ai l'impression que l'intersaison de l'année dernière, la free agency, a quand même été plutôt bonne de la part de Joe Shane et les signatures plutôt bonnes. Et on était encore handicapé parce que rappelle-toi qu'on a décidé de prendre en entier le cap de Kenny Golladay plutôt que de Division. Ouais. Voilà. On avait, comment il s'appelle, Leonard Williams qui pesait 32 millions en cap space. Donc, en fait, Joe Shane, il a fait une intersaison avec une main dans le dos. Là, on va, c'est clair. On va être à notre première intersaison, même s'il y a encore 10 millions de dead money sur le contrat de Leonard Williams, mais on va être à une intersaison où en fait, on va vraiment pouvoir faire des moves intéressants. Donc, ça va être ultra intéressant
à voir Ouais. et à commenter. Ouais, là on va pouvoir aller se renforcer, notamment sur la O-line, hein, on en parlera au prochain podcast. Ok, on a fait le tour de tous nos joueurs défensifs. Est-ce qu'on peut finir du coup sur les nominations et revenir sur du coup le sondage que tu avais fait? Ce que je te propose, c'est que tu me dis les différentes catégories, on donne nos 2 avis, puis tu nous dis après ce que les gens ont voté, ok? Bon, les différentes catégories, ça va être très simple puisqu'on ne parle que de la défense. Il y en a Allez, que deux. vas-y, commence Mais par la première, vas-y. la première, c'est meilleur rookie défensif. Je pense que là, il y a Bon, là, il n'y a pas trop à chier. voilà, il n'y a pas trop à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit par chez moi. On est sur Il dit ça en Australie? C'est incroyable. Ouais, et ils le disent en français, d'ailleurs. Donc ouais, Deontay Banks, qui, tu vois, Oui, on bien sûr. a 11 personnes qui ont répondu au sondage. Alors, je t'ai même pas demandé ton avis, mais tu pensais bien... Bah oui, bien sûr, je vois pas qui mettre d'autres. Et en fait, 100% des votes sont allés à Banks. Ouais, Voilà. aucun doute. Et deuxième catégorie, c'est meilleur joueur défensif. Alors, je te laisse commencer. Est-ce que après on a. Y a pas d'autres catégories sur les joueurs défensifs? T'avais pas de déception défensive ou je sais pas quoi? Non, parce qu'en fait, surprise de l'année et déception de l'année, c'est une catégorie globale, mais on peut faire ça sur la On peut défense faire ça. entre toi et On peut moi. faire meilleur. On peut le faire entre nous, ouais. Alors meilleur joueur défensif. Le truc c'est que j'ai pas envie de dire Dexter Lawrence parce que c'est un peu facile, même si je pense que c'est le cas. T'as envie de dire Okereke. Si tu dis pas Lawrence, tu dis Okereke. Je pense de toute façon il y a pas. C'est un des deux. Bah, tu vois, en fait, c'est marrant parce que, euh, alors, tout le monde a répondu Dexter Lawrence, et Ouais. moi, j'aurais pensé que sur cette catégorie-là, alors je m'attendais à ce que ce soit Lawrence qui gagne, mais je m'attendais à ce qu'il y ait genre un ou deux votes pour Okereke ou Kayvon Thibodeau ou Ouais. McKinney, parce que McKinney aussi a été très très impactant. Mais oui, en effet, là, c'est encore une fois Dexter Lawrence qui remporte la palme. Bah oui, bien sûr. Donc après, tu vois, si on doit parler de la surprise de l'année, euh, Ah, j'en ai une ou deux, moi. voilà, bah alors, je vais commencer si Vas-y, tu permets. commence. Ouais. Moi justement, Ouais. je pense à Okereke parce que je Ah. savais que c'était un bon joueur. Enfin, en tout cas, je savais qu'on était censé avoir signé un bon joueur. J'attendais de lui un certain niveau, mais je n'attendais pas de lui ce niveau-là. Et il est clairement allé bien au-delà de mes attentes. Et j'ai trouvé ça absolument excellent. Mais je crois savoir quel va être ton choix. Donc vas-y. Vas-y, tiens, dis-moi qui j'aurais dit. Micah McFadden. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était Ouais, ça ou j'allais Nick dire McLeod? Ah ouais, non, Nick McLeod, on le connaissait un petit peu avant. On savait que c'était un joueur qui était un bon joueur. Non, j'hésitais entre lui et Ojulari. Non, pardon, c'était sur la Ojulari. déception. Ojulari. Non, je pensais, j'allais dire la déception, c'est ce que j'avais en tête pour la déception, donc j'ai un peu spoilé. Non, j'hésitais avec qui d'autre? Attends, j'étais en train de penser à qui d'autre? Ah oui, Ashawn Robinson, ça aurait pu être une belle surprise aussi. Tu Oui, vois. C'est oui, pas tout un à joueur fait. que tu disais forcément allait être monumental, et puis finalement il a apporté sa contribution. Mais oui, je pense que c'est plutôt Micah McFadden qui avait pas trop joué l'année dernière et qui apprenait un petit peu les rudiments de la NFL et qui s'est un petit peu habitué et qui cette année fait une saison quand même complète, même si on l'a dit, le problème de plaquage vient un peu entacher sa performance. Pour moi, ça reste quand même une belle surprise et je m'attendais pas à ce qu'il fasse des matchs de aussi haute volée. Donc oui, je dirais McFadden quand même. Et donc du coup, sur les déceptions, bah voilà, je l'ai dit, Ojulari, Bobby McCain, je pensais à lui, mais c'est même pas une déception parce qu'on n'attendait pas grand chose. Mais bon, en tout cas, plus que ce qu'il a pu éventuellement Trey Hawkins. proposer. Trey Hawkins, ouais, mais c'est pareil, là aussi on n'entendait rien du tout. En fait, on a plus ou moins rêvé à cause du training camp, mais en fait, bon, voilà, c'était. Ouais. Alors, je resterai sur Ojulari. Ouais. Ouais, non, mais je pense que c'est en effet le choix le plus évident. Il n'arrive pas à revenir à son niveau de sa saison rookie, ce qui est bien dommage parce qu'il nous avait vraiment montré des trucs, et même sa deuxième saison, il avait montré des trucs qui étaient ultra intéressants. Ouais, je sais pas trop à quoi m'attendre de son avenir chez Giants. À mon avis, il y a peu de chances qu'il reste avec nous. Ouais, Voilà. j'en sais rien. Peut-être qu'on le laissera aller jusqu'au bout de son contrat rookie. Hein. On verra l'année prochaine ce que ça va donner. Juste quand même, petite kudos pour quand même Kevin Thibodeau et McKinney qui ont quand même été des joueurs très importants et on les a pas cités quand on a parlé du meilleur joueur, mais ils arrivent juste après. Ils sont pas meilleurs, mais ils sont quand même dans les joueurs très solides de cette équipe. Donc c'est quand même voilà, il y a quand même quelques pièces. J'ai l'impression qu'on a une pièce
maîtresse sur toutes les lignes, quasiment, tu vois. Donc ça, c'est quand même intéressant, avec Deontay Banks côté corner, même s'il a encore des choses à prouver, mais voilà, on a au moins un bon joueur par poste, et donc ça, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de Deontay Banks, tu te rappelles, Ouais. après le premier match contre les Commanders, il avait fait un live où il disait aux Commanders, bah voilà, vous avez pas voulu me drafter, et puis je me suis vengé, etc. Et on s'était dit, Ouais. bon, ok, d'accord, on comprend, mais il ferait mieux de la mettre un peu en sourdine. J'ai eu un peu la même réflexion quand, juste après que Sterling Shepard ait annoncé qu'il ait dit adieu aux Giants, juste après, lui, il va je crois qu'il allait dans les commentaires de Sterling Shepard et il a dit c'est moi qui vais porter le numéro 3. Et là, tu vas dire mec, il est à peine parti et t'es déjà en train de prendre son numéro. C'est vrai. Ouais, ça a pas l'air d'être le mec forcément le plus malin de l'histoire, notre ami Deontay Banks. Il fait des lives en fait où il jouait à Madden. Il manque de tact. Ouais. Il joue à Madden et il a dit, alors je sais plus pourquoi, il a dû créer une saison ou faire je sais pas quoi. Et donc il avait dû drafter un QB et il dit, et donc comment il s'appelle le QB de USC là, Caleb Williams. Et il dit c'est my guy machin parce qu'il doit marquer un TD avec ce joueur là et donc voilà il encense un joueur qui est à la draft et donc il y en a qui l'ont vu comme une petite attaque, une petite pique sur Daniel Jones, enfin bref voilà. Il dit des choses qu'il devrait peut-être pas dire en fait mais t'as vu aussi sur Twitter cet extrait d'interview de Kayvon Thibodeau où on est en train de dire bon allez question difficile, qui sera le quarterback des Giants en 2024? Et t'as genre, je crois que c'est qui est ton quarterback, je crois. Voilà, qui est ton quarterback pour 2000. Et t'as genre une demi-seconde de blanc, et là il dit Daniel Jones, et il lance un regard à la caméra en mode bah tu pensais que j'allais répondre quoi d'autre, mais tu sens qu'en fait il n'est pas forcément convaincu de sa réponse, sachant qu'il avait dit aussi quelques semaines avant que selon lui, Saquon Barkley aurait dû être payé en priorité. J'allais dire ça. Ouais, en fait, j'avais hésité à tweeter sur ce truc-là en disant il faut qu'ils fassent gaffe les joueurs parce qu'ils sont de plus en plus. Les podcasts sont très à la mode, il y en a de plus en plus des joueurs qui font des podcasts, on l'a vu avec les frères Kelsey, etc. Et donc les joueurs sont invités de plus en plus et ils ont beaucoup plus la parole sur Internet qu'ils ne l'avaient il y a 10 ans. Ils font des lives sur Twitch, voilà, donc ils disent des choses, je sais pas, tu fais un live sur Twitch, il y a quelqu'un qui t'appelle, ça peut être un autre joueur qui t'appelle et tu décroches et puis tu dis des choses. Donc bon, faut juste qu'ils fassent un petit peu attention avec ça, cette communication elle est importante et faut pas que ça crée des problèmes dans l'équipe parce que tu as parlé bêtement en dehors de la presse et des choses un peu habituelles. Internet maintenant permet de faire beaucoup de choses, donc faut faire un tout petit peu gaffe. Bon voilà, on a dépassé l'heure de podcast, on va s'arrêter là parce que c'est déjà suffisamment long. On reviendra rapidement pour faire la même chose mais sur la partie attaque et puis on vous souhaite un bon Super Bowl à tous, même si au moment où on publiera ce podcast il y a des chances que ce soit déjà passé. On espère que notre pronostic, soit toi, soit moi, aura été bon. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine fois pour faire le même exercice, mais avec une revue de notre effectif d'attaque. Merci Thiergo, à plus tout le monde. Salut. Ciao.